Quand j'ai eu l'âge de travailler à 14 ans, on m'a pas posé de questions. Dans le Choletais, c'était la chaussure à 80%. Donc je suis rentré dans une usine de chaussures comme petite main, hein. Et rapidement, j'ai pris quelques responsabilités. Puis je me suis engagé à l'armée. Je suis revenu dans la même usine. Et là, plutôt dans les bureaux où j'ai participé à l'élaboration des prix, etc. Et puis parallèlement, j'ai eu un engagement syndical, j'ai pris un engagement syndical qui a son importance parce que c'est par cet engagement que je suis arrivé à Fougères. Et donc cette période-là m'a amené à 32 ans, là, mais ayant des responsabilités nationales syndicales, je rencontrais des Fougerais, dont Gérard Fontenot, que vous avez sans doute identifié dans votre parcours, qui était chez Réau, et qui était l'interlocuteur de la direction dans le cadre d'un contrat d'entreprise. Et puis, donc, quand il recrutait chez Réau, il cherchait plutôt des cadres ayant l'esprit du contrat d'entreprise, du contrat d'intéressement. Et c'est comme ça que, le connaissant à Paris, un jour, il m'a dit, tiens, chez Réau, on recherche des cadres. Moi, j'étais cadre dans l'entreprise où j'étais. Donc, il a organisé un rendez-vous. Et puis, ça s'est fait rapidement pour un poste dans l'entreprise Réau. Donc, je suis arrivé le premier début janvier 87, quoi. Non, 67. En 67. Et donc, en fait, c'est l'engagement syndical qui m'a amené à Fougères. Et donc, ma carrière professionnelle a été toujours chaussure. Et donc à Fougères, j'ai trouvé une entreprise qui était très dynamique, qui avait beaucoup grossi, qui était partie d'une petite entreprise fougeraise des années 30 avec Monsieur Réau, qui lui ensuite avait été emmené en Allemagne et qui était devenu maire à la Libération. Et ses fils qui s'étaient engagés dans l'armée Leclerc avaient fait la campagne de France. Et puis différents trucs après, et dans les fin des années 40, ils avaient repris la succession de leur père. Et puis après quelques années de tâtonnement, ils avaient donné une impulsion extrêmement importante. Si bien que moi, quand je suis arrivé en 67, il y avait 1300 salariés dans l'entreprise. Mais donc, ce développement s'était fait à partir des accords d'entreprise que le général de Gaulle avait mis en place, des accords d'intéressement, qui stipulaient que la partie qui était versée en intéressement était exonérée de charges sociales. Alors, ça avait son avantage, ça faisait plus d'argent, mais en même temps, ça donnait rien pour les retraites, quoi. Donc, si bien chez Réau, tout le monde était content, parce qu'en gros, ça donnait ceci. Il y avait les comptes qui étaient faits au trimestre, et le résultat du trimestre, il y avait un tiers pour l'investissement, un tiers pour l'employeur, enfin qui restait en fonds propres, et un tiers qui était distribué. En gros, souvent, ça donnait un mois supplémentaire tous les 3 mois. Donc forcément, c'était une sorte d'épargne que les gens avaient et qu'ils pouvaient réinvestir tous les 3 mois. Alors moi, je suis arrivé, ça commençait à être difficile, si bien que j'ai pas connu cette belle redistribution. Il y a eu un petit peu de redistribution, mais pas beaucoup, parce que en 67-68, le marché commun se mettait en place, enfin, concrètement, et la chaussure italienne de femmes a envahi la France, et les entreprises qui étaient sur ce créneau-là du prix moyen, comme Morel, Réau, Donval et bien d'autres, en quelques années, ils ont été extrêmement secoués, ont perdu beaucoup de marché. Et ça s'est prolongé un petit peu parce qu'entre-temps, les Russes avaient ouvert à la consommation et ont passé des gros contrats que toutes les usines de Fougères, que ce soit Martin, Réau ou Morel, pendant plusieurs années ont vécu sur des contrats russes. En fait, il n'y avait pas que ça, mais ça équilibrait la perte de commandes sur le marché français. Et donc, chez Réau, il y avait l'esprit coopératif de contrat. Les comptes étaient montrés au personnel. Le comité d'entreprise avait accès aux renseignements. Mais
Ceci étant, le fonctionnement de l'entreprise était classique, quoi. Un encadrement, des chefs de service, et puis une organisation syndicale, mais qui était un peu aidée par l'entreprise, quoi, pour avoir des ordres de délégation, etc., quoi, hein. Et donc, moi, c'était une expérience que j'ai bien aimée parce que, étant engagé syndicalement préalablement, je retrouvais un esprit de dialogue qui n'était pas purement produisons plus, quoi. Et puis ça durait jusqu'au moment où les Russes ont arrêté de passer des commandes, et là on a eu un trou énorme, aurait fallu licencier, mais on était en 75, et à cette époque-là, licencier, c'était pas comme maintenant, quoi, hein. Il y avait eu LIP quelques années avant, et il n'y avait plus de travail, donc l'entreprise a déposé le bilan. Le tribunal de commerce a dit vous n'avez pas de dette, hein, vous n'avez plus de commandes, et bien pour pas que vous fassiez de dette, on vous liquide. En 15 jours, on a été liquidé, quoi. Si bien que les salariés ont occupé l'usine pour essayer de faire pression sur les pouvoirs publics. Parce qu'il y avait, à l'époque de la fermeture, il y avait 680 salariés dans l'entreprise. Ça avait déjà diminué au cours des 10 ans. Et donc il y a eu une occupation qui a duré d'une manière dynamique l'année 76, puis qui a traîné quelques années après, dont là j'ai pas trop suivi après cette occupation avec des actions. Je voudrais revenir sur votre activité syndicale. Oui. Alors déjà, vous militiez au sein de quel syndicat? Et ensuite, comment vous êtes arrivé à cet engagement en fait, syndical? Comment moi je suis arrivé? Alors ça c'était avant Fougères, hein, bien sûr. En fait, je m'intéressais à beaucoup de choses. Et puis, j'avais été à quelques réunions d'information que tenaient les organisations syndicales, comme ça, une soirée, j'avais écouté. Bon, je n'avais rien retenu de particulier. Et puis, une fois, c'est un vieux monsieur, il était jeune par rapport à ce que j'ai aujourd'hui, n'est-ce pas, mais c'est un vieux monsieur qui s'appelait Auguste Brault, d'ailleurs, vous cherchez. Et puis, tout ce qu'il a dit, ça ne me passionnait pas. Et puis à la fin, il a dit, c'est quand même malheureux que ce soit toujours les vieux comme nous qui soyons obligés de faire quelque chose, alors que les jeunes, ils sont bien contents quand on obtient une augmentation, quand on obtient un avantage, mais ils veulent rien faire. Alors ça m'a provoqué. Je me suis dit, je vais me syndiquer. Et j'ai regardé un peu quel syndicat je pourrais prendre. Bon, à l'époque, la CFDT n'existait pas, c'était la CFTC, et c'est elle qui était présente dans la chaussure. Et puis, dans l'entreprise où je travaillais, il y avait un représentant CFTC qui était sympathique comme tout, et Henri Baudry, puisqu'on se rappelle plus facilement les choses très anciennes que les récentes. Et je lui ai dit, écoute, je me syndique. Ils ont tous été contents d'avoir un jeune. Il y avait un regroupement régional. Très rapidement, ils m'ont embarqué. Puis je me suis passionné. Et j'ai pris des responsabilités régionales, et puis à l'union départementale, comme à la fédération nationale. Et donc, dans ce parcours-là, donc avant de venir à Fougères, il y a eu la scission, et je suis passé CFDT à ce moment-là, quoi. Et donc, une partie, enfin, tout mon engagement en dehors de la vie professionnelle, c'était l'action syndicale. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est dans ce cadre-là que j'ai connu la relation avec d'autres camarades engagés de Fougères, et que je suis venu à Fougères. Mais quand je suis arrivé à Fougères, j'ai gardé ma carte, mais je n'ai plus milité parce que j'avais des responsabilités dans l'entreprise qui étaient un peu incompatibles entre jouer le militant syndical et puis une position hiérarchique importante sur le personnel, quoi. Mais j'ai gardé de très bonnes relations. Mes relations avec les délégués et autres ont toujours été
très courtoise, très excellente et confiante, quoi. Mais je ne me suis pas substitué, je n'ai plus, je n'ai plus pris d'engagement syndical, quoi. Euh, donc quand vous arrivez à Fougères en 1967, quel est le climat social, à la fois, je dirais, dans la ville, d'une façon générale, et en particulier chez Réau? Alors, ce qui m'a frappé à Fougères, par rapport au Choletais, c'est que c'était chacun chez soi, c'était très fermé. Et même au niveau des organisations syndicales, ça se retrouvait, puisque chez Réau, c'était plutôt c'était la CFTC à l'époque, non la CFDT qui était là, et chez Martin, c'était plutôt FO. Il y avait un peu de zizanie aussi, amicalement, dans les grands moments, tout le monde se retrouvait, mais il y avait un esprit d'entreprise qui se retrouvait dans l'entreprise, dans chaque entreprise, et le dialogue pour se rendre service entre entreprises, c'était pas facile. Je me souviens plusieurs fois, on était sur un problème, mais je dis à mes collègues, je vais appeler chez JB Martin pour savoir comment eux l'ont résolu. C'était par rapport aux consignes que les Russes y donnaient. Et mes collègues, ils me disaient, ben non, on n'est pas habitué. Je dis, écoute, j'ai quand même pas, si elle va pas nous tomber sur la tête, si j'appelle quelqu'un de chez JB Martin. Et ça s'est très bien passé. Mais c'était pas dans les mentalités. C'était vraiment un peu fermé. Puis il y avait une chambre syndicale patronale, hein, qui à l'époque était toute puissante sur Fougères, quoi. La chaussure dominait Fougères. Hein. Tout tournait autour de la chaussure, quoi. Les règles, les congés, hein. Et quand je suis arrivé, je l'ai ressenti très fortement. Puis après, ça s'est libéré un petit peu, quoi, parce qu'on était aussi dans une période où 68 est arrivé très rapidement. Enfin, ça commençait à changer un petit peu. On sent aussi qu'il y avait parfois un peu d'animosité ou peut-être une forme de jalousie, notamment à l'égard des Réaux qui, peut-être c'était une illusion vu de l'extérieur, mais qui semblait avoir un statut un peu plus privilégié par rapport peut-être aux ouvriers des autres entreprises, quoi. Oui, c'était très marqué en ce sens que le contrat Réau, qui pendant peut-être une dizaine d'années, je ne sais pas trop, avait cette distribution de presque un mois de salaire tous les 3 mois, ou même si c'était pas toujours un mois, enfin, ça créait beaucoup de jalousie. Hein. Et donc, ça se sentait, les Réaux, c'était on disait pas les JB Martin. Par contre, les gens disaient les Réaux, quoi. C'était une entité, c'était bien identifié différemment. Les gens de chez Morel aimaient bien Morel, les gens de chez JB Martin ou de chez Bertin, ils aimaient bien leur entreprise. Mais on était de chez Martin, on était de chez Bertin, mais il y avait les Réaux, quoi. Hein, voilà l'expression qui marquait. Et sur le mode, on va dire, de direction, à la fois la direction du personnel, enfin dans les rapports entre la direction et les employés de ces établissements, il y avait un peu un esprit différent entre JB Martin et Réau. L'esprit, c'était la personnalité du dirigeant. Hein. JB Martin entraînait, mais les gens de chez JB Martin aimaient bien JB Martin, quoi. Même s'il devait être... il devait peut-être moins dialoguer, j'en sais rien, mais le personnel, il y avait un syndicat, il y avait un dialogue, comité d'entreprise, et ça discutait bien aussi chez JB Martin. Moi, j'ai l'impression que ça discutait bien partout, hein. Mais il y avait une petite notion un peu différente chez Réau. Chez JB Martin, comment il s'appelait le responsable des faux? Trégaro. Mais c'était l'interlocuteur de Jean-Baptiste Martin. Hein, chez Réau, c'était Gérard Fontenot qui était l'interlocuteur. Chez Morel, je ne sais pas trop, l'usine était moins importante. Mais on n'entendait pas il n'y avait pas d'image d'entreprise noire par rapport au personnel. Il y avait un style différent, mais moi, je n'ai pas souvenir d'entendre dire bah oui, il ne faut pas aller dans cette boîte. Hein,
Donc vous rentrez avec quelle fonction au sein de l'entreprise Réo? Alors, quand je suis rentré, c'était pour diriger l'atelier du Boulevardière où il y avait 500 salariés. Boulevardière, pour ceux qui connaissent, c'est là où est la chambre de commerce après, mais c'est où l'école de formation d'optique. Et puis, très rapidement, j'étais en train d'essayer de réorganiser le fonctionnement de l'encadrement, quoi. Alors, dans ce cadre-là, on n'a pas eu des fonctions aussi hiérarchiques, on a eu des fonctions fonctionnelles. Et donc, moi, je me suis occupé là des approvisionnements et puis rapidement du personnel aussi. Je ne peux pas vous dire sur les étapes qu'il y a eu, mais c'est un petit peu un fonctionnement comme ça. Puis après, d'autres cadres sont partis, j'ai pris un peu la direction de fabrication générale, qui avait aussi bien achat personnel que production. À cette époque, est-ce que on va dire la pression de la concurrence émanant de pays à main-d'œuvre à moindre coût, on va dire, est-ce que c'était déjà présent, quoi? Est-ce que vous sentiez Non, ça? on ne parlait pas de pays à moindre coût. En fait, nous, dans la chaussure femme, prix moyen, c'est l'Italie. Alors, ils étaient moins chers parce qu'ils travaillaient au noir. Enfin, les gens travaillaient chez eux. J'y suis allé pour me rendre compte, je ne sais pas si c'était au cours de Réau ou ensuite quand j'étais à Ernée, les gens avaient un sous-sol, ça me rappelait un petit peu le Choletais autrefois. Les femmes, la piqûre de chaussures se faisait à domicile. Les femmes allaient en atelier, apprenaient, puis ensuite elles travaillaient en gardant leurs enfants. Et en Italie, c'était très répandu. Et donc la plupart du temps, c'était pas déclaré. Donc ce qui amenait des prix meilleur marché, puis les Italiens, faut le reconnaître, ils étaient créatifs, il y avait du style dans ce qu'ils faisaient. Et puis, pour s'implanter en France, il y avait les commissions des représentants, elles étaient plus ou moins déclarées. Donc ils avaient intérêt à commercialiser les chaussures italiennes au lieu de leurs chaussures françaises, si bien que ça déstabilisait tout le créneau de la chaussure femme prix moyen, et puis on s'en est jamais remis, quoi. Mais c'était pas des importations. Quand vous me parlez des importations, j'ai connu ça 10 ans après à Ernée. Où là, c'est l'ouverture, c'est l'abaissement des droits de douane, plus de contingent et donc à Ernée, par exemple, c'était de la chaussure homme un peu détente, hein, et on avait une très grosse partie de notre clientèle qui était constituée des grandes surfaces, Carrefour, Auchan, Leclerc, etc. Et le jour où ils ont pu importer directement, c'était le vide complet. Mais alors, franchement, ça va très vite quand c'est comme ça. Et là, c'était la mondialisation, mais 10 ans après. Hein, si vous voulez, milieu des années 70, c'est l'effet marché commun dans la chaussure femme, et dans bien d'autres domaines. Hein, et puis, fin des années 80, c'est la mondialisation, là, qui a été la deuxième vague, où ça avait entraîné des fermetures, même ça n'a pas été que la chaussure, parce qu'à Fougères, la confection, la Spli, Sapitex, tout le monde a été touché de la même façon. Hein. Durant les 10 années de votre carrière chez Réo, est-ce que vous avez senti une évolution à la fois, je dirais, dans les conditions de travail, dans la question en fait du rendement, est-ce qu'il y avait quelque chose qui était palpable comme ça? Quand je suis arrivé, il y avait déjà le rendement. Hein. C'est-à-dire que il y avait deux catégories, les postes individuels, où je crois qu'on avait des tickets, les gens prenaient un ticket, il y avait tant d'alloués dessus, ils savaient combien de temps ils avaient pour faire le travail. Et puis, il y avait à la chaîne. Alors, à la chaîne, quand on dit à la chaîne, c'est très péjoratif, quoi. Hein. Mais en fait, la chaîne,
elle portait les chaussures de poste en poste. Hein. Et bien sûr, elle avançait à un cadencement. Mais en fait, le cadencement, on l'équilibrait pour que ça soit supportable. Hein. Il n'y a jamais eu de revendication sur ces conditions-là. Hein. Il n'y a jamais eu de rejet on a changé, on en avait qui était un peu fait par l'entreprise. Après, il est sorti des modèles. Je me souviens quand on les a installés, le personnel a vu tout ce qui se mettait en place. On a discuté, il y avait des postes à réorganiser. On n'a jamais eu de conflit sur cette organisation-là. Hein. Alors, de temps en temps, sur certains temps qui étaient alloués, parce qu'en général, les agents des méthodes, par historique, ils savaient, bon, ben, on fait ça sur cette chaussure, ça prendra tant de temps, donc on mettait un temps. Alors, en général, quand le temps était trop large, personne ne disait rien. Puis quand il était impossible, il y avait une réclamation, donc l'agent allait avec son chrono vérifier sur une ou deux personnes à peu près quel était le bon temps. Non. En fait, on n'a jamais eu de grève sur les conditions les méthodes de travail, etc. On n'a jamais eu de blocage là-dessus. Hein. Donc du coup, les revendications syndicales portées sur... L'hygiène, par exemple, un temps qui était mauvais, enfin à revoir, un poste à revoir, où on avait un système de grille de salaire, c'est-à-dire que la convention collective imposait quatre classements suivant la capacité de la difficulté du poste ou sa technicité. Mais dans l'entreprise, ils avaient établi, c'était même avant que j'arrive, un système de points. Hein, donc qui s'intercalait dans le système, mais qui le respectait. Donc, mais qui était moins brutal que de passer d'un niveau à l'autre. Et ce système était paritaire, on le créait en commission et on discutait. Il y avait un certain nombre de critères à remplir. Donc de temps en temps, il y avait une contestation sur un poste. Donc on réunissait un petit groupe et puis on discutait pour mettre nos points. Puis à l'arrivée, ben voilà, ça donnera tant, quoi. Hein. Moi, je n'ai pas souvenir de difficultés sur cette façon de travailler. Alors, 68, donc est un mouvement à la fois national, mais qui trouve un écho évidemment particulier à Fougères. Quel souvenir vous avez de cette période-là? Eh bien, on était on avait une discussion pour reviser un peu notre convention d'entreprise. On avait des points particuliers à voir. Puis alors forcément, on suivait les événements. Et puis je me souviens qu'un jour, on avait notre réunion, là, puis la tête était ailleurs. Les gars, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on a débrayé, enfin l'entreprise a débrayé d'un commun accord entre le personnel et la direction. En disant, si vous voulez débrayer pour vous joindre au mouvement national, on ne va pas en faire un drame. Donc, l'après-midi ou le lendemain, ils ont débrayé, puis ils ont fait le tour de la ville pour dire « Allez, tout le monde dehors !» Enfin, voilà comment ça s'est passé. Puis après, pendant, je sais pas, ça a peut-être duré 2 semaines, le point fort de 68, là, il y avait un meeting sur la place Lariboisière, là, où chaque matin, tout le monde allait au meeting dans l'excitation du moment, mais je crois qu'un jour les CRS ils ont dû charger. Je ne sais pas si c'est en 68 ou avant ou après, mais il y avait eu un peu de grabuge. Et puis quand il y a eu les accords à Paris, on les a appliqués, le salaire a augmenté de 10%, puis on a repris le travail. C'était curieux parce que dans toutes les entreprises, ils avaient mis des groupes de personnes qui se relayaient pour garder l'entreprise, quoi, hein. C'était dans l'ambiance. Et j'avais accès, je connaissais bien les gens, on bavardait. Mais alors, il y avait une libération de la parole. Tout est possible en parole. Puis quand 3 semaines après, on repart, et puis quand on passe dans l'atelier, c'est le quotidien qui reprend le dessus. Là, il faut se remettre à coudre, il faut se remettre à faire marcher la machine. Quand vous parlez de libération de la parole,
les sujets qui étaient abordés étaient vraiment nouveaux dans les conversations? Euh, Enfin, c'est nouveau par rapport à ce que j'entendais d'habitude. Alors, est-ce que les conversations en dehors de... Vous savez, quand on est dans l'encadrement, on n'entend pas tout. Il y a toujours un filtre dans la conversation. Par exemple, on entendait facilement ce que chacun pensait sur tel chef ou tel agent de maîtrise ou tel cadre ou le patron. C'était dit, quoi, facilement. Et... Mais c'était bon enfant, hein. Il n'y a pas eu de dégâts, il n'y a pas eu... Et donc, selon vous, en fait, ce moment-là de mai 68 à Fougères, bon, ça a été une petite parenthèse, mais est-ce que il y a des endroits où les gens ont vraiment pensé que la vie allait changer, on va dire? Et à Fougères, est-ce qu'il y a eu ce sentiment-là que... Ben, je crois qu'on ne peut pas dissocier ce qu'on ressentait à travers Fougères de ce qu'on suivait au plan national, quoi. Je pense que le plan national nous imprégnait plus que Fougères, parce qu'à Fougères, on n'avait pas de manifestation, il n'y avait pas de bagarre, il n'y avait pas de... on n'était pas au quartier latin, où il y avait, enfin, il y avait quand même un peu de dégâts, il n'y avait pas l'occupation des facultés avec tous. On suivait plus à la télé, alors comment on parlait de ça, quoi, mais on était plus occupé à regarder, à écouter, puis à discuter de ce qui se passait au plan national. On se demandait un peu comment ça allait se passer. Alors, puis il y avait des... Je me souviens, on avait des consultants extérieurs, et puis qu'on connaissait bien. Alors il y a eu des moments, tout le monde se disait, mais alors, est-ce qu'il ne faut pas faire des stocks? Est-ce qu'il ne faut pas prendre des précautions? À un moment donné, il y a eu peur que ce soit la révolution qui l'emporte, alors avec tout ce que le terme révolution pouvait dire, enfin, dans l'imaginaire, tout ce que ça pouvait représenter. J'avais quelques contacts avec mes amis du Choletais. Il y en a un ils avaient mis, pour pouvoir se déplacer, ils avaient sa cuve de gasoil pour son chauffage était vide, ils l'avaient fait remplir d'essence au cas où il y aurait besoin. Enfin, il y a eu des anecdotes un petit peu partout de gens qui... faut qu'on se donne des adresses. Il y en a qui voyaient le pire, quoi. Mais c'était pas très répandu dans Fougères, quoi. J'ai élargi un petit peu, là. Fougères, j'ai l'impression que c'était bon enfant. Hein. Donc c'était bon. Réau était une des plus grosses, peut-être la plus grosse avec JB Martin. C'était à peu près la même chose, oui. Quelle était l'ambiance générale finalement dans l'établissement, au sein de l'établissement, entre les personnes? Eh ben, l'ambiance, elle a surtout été marquée progressivement par le manque de travail. En fait, pendant plusieurs années, on a organisé un chômage tournant. On avait des allocations de l'État aussi, mais il fallait organiser le chômage. C'est pas très porteur. Puis les gens voyaient bien qu'il y avait pas de travail, quoi. Ils n'accusaient pas forcément la direction. Hein. Et comme on n'a pas fait de plan de licenciement, quoi. Alors qu'aurait fallu... enfin, je crois que de toute façon, l'entreprise, comme les autres, aurait fermé. S'il y avait eu des plans de licenciement par étapes, ça aurait duré pour les derniers plus longtemps. Hein, comme d'autres entreprises de Fougères, Martin par exemple, ou chez Bertin, ça traînait, quoi. Ça serait passé comme ça, mais sans faire de plan de licenciement, entre 67 et 76, on est passé de 1300 à 680. Hein. Parce que la SAGEM s'est installée entre-temps à Fougères, et le personnel qualifié de la chaussure a été très apprécié par la SAGEM par son habileté. Et puis comme il n'y avait pas de travail, la chaussure, nous on ne faisait pas d'efforts pour retenir, quoi. Vous, vu de l'intérieur, la fin de l'entreprise était inéluctable. Comment vous perceviez ça? Vu de l'intérieur sur le moment, non. On pensait que
l'État, enfin les pouvoirs publics, ne pouvaient pas laisser disparaître une industrie, quoi, en disant si on avait plus nos chaussures, qui les fera, etc., quoi. Et beaucoup ont pensé que ça pourrait repartir. Et puis c'est vrai que quand le tribunal a prononcé la liquidation, il a fallu un certain temps pour se rendre compte que ça ne reviendrait pas en arrière. Alors, quelques années après, maintenant, je ne pense plus ça pareil. Je pense que c'était inéluctable. Mais sur le coup, on ne perçoit pas les événements mondiaux tels qu'ils se mettent en place. On vit dans notre quotidien, notre routine. Non, c'est qu'un mauvais moment passé. Ça va repartir, ça peut se réorganiser. Mais quand quelques années se sont écoulées, puis qu'on regarde, voilà... on n'était rien, on pouvait se battre autant qu'on voulait. Ça pouvait durer un peu plus ou un peu moins longtemps, puis c'est tout, ça ne changeait pas. Une entreprise comme Martin, qui avait une réputation donc, qualitative, etc., extrêmement solide, elle n'a pas pu résister non plus. Je voudrais qu'on revienne un peu sur le détail de la séquence du dépôt de bilan de Réau. Comment vous pourriez, de façon résumée, un peu nous relater ce moment-là? C'était la dernière saison. On n'avait pas eu un gros carnet de commandes. On a fini la production très tôt. C'était stocké pour être livré un peu plus tard. Et puis, la trésorerie, elle avait été consommée. Et donc, plutôt que de demander des délais aux fournisseurs, aller endetter, il y a des conseillers extérieurs qu'on dit à l'entreprise, le mieux, c'est que vous fassiez un dépôt de bilan pour vous réorganiser en fonction du potentiel, etc. Donc, la direction a déposé le bilan, mais comme les conditions générales de l'entreprise, il n'y avait pas un carnet de commandes, il n'y avait pas de dette vis-à-vis des des créanciers, il y avait le courant, mais pas de grosses dettes. Donc le tribunal a prononcé la liquidation. Et la liquidation, il nomme un administrateur qui est arrivé dans l'entreprise, qui a dit la direction n'a plus aucun pouvoir. Il me faut un cadre relais dans l'entreprise. J'étais le cadre relais, mais c'était que pour le mettre au courant de choses qui disaient ça, comment c'était, etc. Quand il a fallu licencier, il m'a dit vous allez signer les lettres. J'ai signé les 680 lettres, dont la mienne. On était embarqués, et en même temps, il y avait eu, dans les 15 jours, il y avait eu une petite réflexion pour voir si on pouvait faire un plan de redémarrage, mais il fallait licencier plus de la moitié. Or, c'est Kafka de dire je licencie qui, là Et puis, il n'y avait pas... on était trop abattus pour dire on va repartir coûte que coûte, quoi. Fallait séparer les locaux, c'était immense, etc. Si bien qu'en 15 jours, puis après, et là, le personnel a déjà occupé l'usine, aussitôt. Donc... Alors, sur cette question de l'occupation de l'usine, comment ça s'est passé, en fait? Ça a été à l'initiative d'une personne, de plusieurs personnes? C'est des organisations syndicales. Alors, dans les organisations syndicales, il y en a toujours qui ont un peu plus de poids à l'intérieur, dont, comment il s'appelait, notre copain de la CFDT, là. Oh, ça va me revenir, mais il connaît bien. Ouais. Qui a été le leader de l'occupation. Et qui promettait qu'il allait faire revenir du travail, et tout le monde, enfin beaucoup de gens y croyaient. Et puis ils ont vendu le stock sur les marchés, dans les comités d'entreprise, pour assurer des indemnités dites complémentaires. Voilà, et puis il y a eu des fêtes d'organiser. On avait ce qui était
un bâtiment de 600 mètres carrés en demi-sous-sol pour faire... c'était prévu à long terme de faire une cantine, mais il n'y en a jamais eu. Et ça a servi de salle de spectacle. Escudero est venu, d'autres sont venus. Il y a eu une manifestation régionale où le maire de Rennes était là. Enfin, pour appuyer, il y a eu toute une agitation pour populariser la lutte. Mais il y avait une lutte, mais il n'y avait pas d'interlocuteur en face, quoi, hein. Parce que, le syndic, il avait mis de côté un peu, il avait rassemblé les créances, puis il attendait des jours meilleurs pour vendre l'actif. Il y avait plus les fournisseurs, enfin, il n'y avait plus personne. Donc, une lutte contre... quand il n'y a pas d'interlocuteur. Alors l'État, les pouvoirs publics ont bien essayé de faire des réunions, puis de voir, mais... et puis quelquefois, il passait quelqu'un pour dire j'ai un projet, là, je pourrais visiter les locaux, et puis je pourrais reprendre tant de personnes. Mais ça n'a jamais abouti. Souvent, c'est des gens qui, en même temps, avaient besoin de financement, ils n'avaient pas assez de trésorerie, et ils pensaient que en venant dans des situations comme ça, ils auraient des aides plus importantes. Cette période de l'occupation de l'établissement par une partie du personnel, il y avait un petit peu l'influence de l'IP, enfin du combat de Oui, l'IP. ils sont venus, les LIP. Il y a une délégation de l'IP qui est venue nous voir. Comme ça, puis bon. Ils avaient raconté comment ils avaient fait. Et est-ce que justement, est-ce qu'il y a eu des actions qui ont été menées de manière un peu similaire à celles qu'on avait vues Eh bien, au départ, dans les premières semaines, la presse nationale est venue, là, etc. Et ils voulaient faire des images. C'est là qu'il y a toujours un petit peu de manipulation, parce que... comme le personnel disait, on va essayer de faire repartir l'usine, il fallait préparer une collection, et quand on prépare une collection, il faut essayer les chaussures, il faut voir si ça rend bien. Et donc, ils avaient monté une opération d'essai de chaussures et de les filmer pour dire le personnel comment s'organise pour pouvoir pérenniser l'entreprise, etc. Mais dans les jeunes femmes qui essayaient les chaussures, il y en a, c'était des agents de l'agence de l'emploi de l'époque, parce que l'agence avait installé ses bureaux dans l'usine pour faire tous les dossiers individuels. Et donc elles étaient disponibles ce jour-là. Moi, je me souviens d'avoir pris le téléphone un jour, puis c'était un journaliste d'un journal national qui dit « il faut que je fasse un article, mais j'ai pas envie de me déplacer. Est-ce que vous pouvez m'enseigner un peu ?» Je l'ai renseigné, mais il pouvait tomber sur n'importe qui, il savait pas, qui aurait pas menti, mais qui aurait donné sa vision. Donc quand c'est comme ça, c'est la vision d'une personne qui fait l'article. Moi, j'en avais retenu un sentiment en disant l'information quand même, hein, ça va, ça vient, hein. On nous a raconté un épisode peut-être de blocage de la route nationale avec des ventes de chaussures aux véhicules qui passaient. Vous vous souvenez de ça Non, ce que je me souviens pour les ventes, c'est que à différentes reprises, ils sont partis. Alors, j'ai même accompagné une fois, moi, pour voir comment ça se passait à Paris. J'avais autre chose à faire, puis j'avais été voir un peu. Donc, ils prenaient un camion, des chaussures, et puis en voiture particulière, il y avait plusieurs personnes et là-bas, ils vendaient des chaussures dans les communes d'entreprise. C'était tout à fait illégal, hein. Il n'y avait pas d'auto-entrepreneur. Hein. Vous, en fait, du coup, comme vous dites, vous signez votre propre... Ouais. Qu'est-ce que ça fait, ça? Il y avait un peu de folklore, que voulez-vous, je sais pas, ça m'a pas traumatisé, hein. Je regrettais plutôt l'expérience globale Réo, que ça finisse comme ça, que mon cas personnel, quoi. C'est pas... Mais en même temps, vous disiez que, avec le recul en tout cas, oui, que de toute façon c'était un peu inéluctable. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous au niveau du travail, vous disiez parfois, dans la période qui précédait un peu le dépôt de bilan, peut-être qu'on aurait pu faire autrement? Oui, on se posait tous des questions, mais on n'avait pas d'idée particulière, quoi. Parce que quand
nos représentants apportaient des modèles de la concurrence italienne qui disaient ça à ce prix-là, ben, nous, on ne pouvait pas les faire à ce prix-là, quoi. Quand après, sur le coup, on ne le savait pas, mais quand après, on a appris que notre propre réseau de représentants, on avait des VRP, vous savez, c'est des multicartes, ils peuvent vendre des chaussures Réo et puis les baskets de Noël, etc. Ils sont multicartes, ils ont un secteur. Quand on a appris qu'il avait été infiltré, que tous nos représentants avaient des cartes italiennes, que l'un d'eux avait connues, puis qu'il les avait amenées en disant vous vendez donc ça, les gars, ça rapporte bien. Puis c'était multicartes, ils avaient le droit de le faire. On ne savait pas comment lutter contre cela, quoi. Alors vous, à titre personnel, une fois que vous notifiez à vous-même votre Oui. propre licenciement, vous avez recherché du travail. Comment ça s'est passé pour vous, à titre personnel? Eh bien, il y avait, dans le licenciement, il y avait un préavis, mais qui était non effectué. Mais par contre, moi, il me demandait toujours un peu quelque chose. Alors, pendant la période de préavis, bon, j'ai continué à aller plus ou moins chaque jour à l'entreprise. Bon, ça se passait bien. Bon, je me tenais au courant des tractations qu'il pouvait y avoir, tout ça. Puis bon, le temps a passé, il faisait beau, c'était l'été 76. Les premiers temps, je me suis dit, oh, il va bien revenir. J'étais dans l'état d'esprit de tout le monde. Il va bien revenir quelque chose, donc je vais attendre un peu. Puis effectivement, un jour, il y a un monsieur qui est passé qui avait une proposition de faire des petits transfos là, qu'on trouve partout dans l'électronique maintenant. Il avait l'air de bien connaître son truc. Et puis, comme c'est moi qui faisais visiter, puis j'ai montré tout. Il me dit, bah, écoutez, sur place, j'aurais besoin de quelqu'un, moi, pour démarrer. Est-ce qu'on peut en parler? Donc, sans avoir d'écrit, il m'a dit, bah, comme ça, quand si un jour j'ai besoin que ça se fait, bah, moi, si vous m'attendez, je suis d'accord. Et puis, bon, j'ai dit, bah, puisque c'est comme ça, je veux bien. Donc, ça a pris quelques mois, puis après, ça ne s'est jamais concrétisé, mais il n'a jamais évoqué avec moi les conditions de création et tout, quoi, simplement. Il faisait un projet à 150 personnes, il faudra mettre tout ça en place, etc. Ça en est resté là. Et donc, si bien que quand ça a été épuisé, j'ai commencé à me préoccuper de chercher autre chose. Et c'est aussi par relation que j'ai appris qu'à Ernée, une belle usine de chaussures hommes, qui n'était pas touchée par le marché commun, voulait créer une filiale de chaussures sport. Ils cherchaient quelqu'un pour s'en occuper. C'est comme ça que je me suis mis d'accord avec eux et que j'ai démarré leur filiale à Montaudin au départ. Et donc vous avez terminé votre carrière dans cette... Oui, parce que 10 ans après, là c'était la mondialisation, les importations de Chine, qui ont... Alors là, on est passé par un dépôt de bilan et restructuration de l'entreprise avec en gros la moitié du personnel. Et là, j'avais des petites difficultés avec le patron, mais sur certains choix. Alors j'ai dit, moi je fais ma liste, je fais le projet, vous faites le vôtre. Si c'est pas compatible, moi vous me mettez sur la liste de licenciés, quoi. Donc là aussi, c'était une petite anecdote, mais j'ai donné toute la ligne d'arrivée personnelle. C'est moi qui ai lu la liste des personnes qui ne resteraient pas. Bon, tout le monde écoute attentivement. Puis quand j'ai donné mon nom à la fin, j'ai vu sur les visages une surprise un peu. Mais bon, c'est la vie, que voulez-vous faire? Et alors, pour la petite histoire, ils ont fait un projet, ils ont redémarré, et puis ça a tenu très très peu de temps, quoi. La lame de fond était trop profonde, quoi, et elle emportait tout, quoi. En fait, après la fermeture de Réo, Oui. vous avez assisté progressivement à la fermeture d'autres établissements. Ben oui.
est-ce que vous vous souvenez de ça un peu, quelles étaient les entreprises qui ont fermé après Réau? Ben, en même temps que Réau, à Fougères, c'est surtout Morel. Euh, il y avait le fournisseur pour la chaussure Mot Noir, hein, qui a dû fermer dans cette période-là. Et puis, donc il restait surtout en entreprise importante Bertin, Barbier et Martin, qui eux ont duré quand même peut-être bien 10 ans de plus pour certains ou plus. Hein. Donc là, je vais moins les mettre chronologiquement en ordre. Là. Et ce qu'il y avait eu, c'est que dans la même période, pas très longtemps après la chaussure, c'est la confection aussi qui a été très touchée sur Fougères. Donc au début des années 80, il y avait un taux de chômage sur Fougères extrêmement important. C'était la déprime, hein, c'était des années où il n'y avait pas beaucoup d'espoir sur Fougères. Ça se sentait... Ah oui. D'autant, on a fait l'élection municipale de 83, un peu sur ce thème-là, quoi. C'est là que je me suis retrouvé conseiller municipal et adjoint en 83. Je ne sais pas si on aurait fait mieux si on avait été à la place du précédent, mais au moins, ça permet de dire aux gens, on va essayer une façon de faire autre chose. Et c'est là qu'on a lancé, avec Louis Février puis Jacques Faucheux, la campagne de communication à Fougères, on est comme ça, là. Et Carcassonne, non Fougères, enfin, on avait fait. Pour se redonner le moral, il faut qu'on se batte, quoi. Il fallait entraîner la population. Puis ça a mis longtemps, mais petit à petit, Fougères s'est redressé. Il y a eu évidemment, dans ce genre de vague de fond, il y a toujours des laissés pour compte. Oui. Il y a eu le traumatisme social est encore sensible aujourd'hui de cette période-là. Ça fait 40 ans. Hein. Alors, les plus jeunes, il y a déjà quelques années que les entreprises ne recrutaient plus les plus jeunes. Donc, les gens de cette époque-là, c'est plus eux qui donnent le là sur la ville. On n'entend plus guère parler de... On entend parler comme... sous l'aspect un peu historique, refaire l'histoire, mais moi, je rencontre pas trop de gens qui... Quand on en parle, on est comme des anciens combattants qui parlons d'un passage de notre vie où on se rappelle ceci, on se rappelle cela. En général, quand on parle d'un moment chez Réau, on se rappelle plutôt des bons moments, je vois des salariés de l'époque certains étaient délégués, qui me disaient, bah tiens, là, on t'avait caché ça, là, bon, c'est bon enfant, quoi. Hein. Il y avait quand même de la bonne humeur au travail. Ah oui. Quand vous en parlez maintenant à ceux qui sont encore disponibles pour en parler un petit peu, la plupart du temps, c'est plutôt un souvenir agréable. Hein. Mais comme ça correspond pour la plupart à une période jaune de la vie, vous savez, les souvenirs de la jeunesse, même s'ils étaient noirs, on se rappelle surtout les bons souvenirs. Hein. La jeunesse, c'est toujours le moment le plus agréable de la vie, hein. Dans la mémoire. Hein. Et je crois que c'est à peu près pour tout le monde pareil. Il y avait des séquençages un peu particuliers dans la semaine de travail. Alors j'entends par là le lundi, le vendredi, le départ en week-end. Vous vous souvenez de moments un peu clés comme ça dans la semaine? Oh non. Le vendredi soir, il y avait, par exemple, chez Réau, le vendredi soir, il n'y avait rien de particulier, quoi. Le vendredi soir chez Réau, mais c'était réservé aux agents de maîtrise, aux cadres. Il y avait une grande salle de réunion, et on prenait l'apéro. Alors venait qui voulait, quoi. Puis on parlait de choses et d'autres, on pouvait parler de... Il pouvait même y avoir des fois des gens extérieurs qui venaient prendre un verre, quoi. Mais puis on parlait librement, là. Mais il n'y avait aucune obligation, puis en général, c'était... Enfin, quand je dis en général, c'était systématiquement que les cadres et les agents de maîtrise qui venaient faire un tour, on parlait de certains restaient une demi-heure,
d'autres un peu plus. Mais il n'y avait pas... On sentait bien que le vendredi soir, tout le monde était content d'avoir le week-end. Puis que le lundi, oh, c'est dur à repartir le lundi, mais ça restait ce qu'on trouve partout, quoi. Il n'y avait pas euh, de fait particulier. Ou... Sur le temps des congés, il y avait des destinations particulières pour les gens de Fougères pour partir en vacances ou... Ben, je vous donne ce qui m'a frappé quand je suis arrivé, que j'ai entendu les gens parler. Beaucoup allaient Saint-Jean-le-Thomas, la côte d'Avranches à Granville, quoi. Il y en avait qui avaient des petits trucs sur la plage, d'autres qui campaient, d'autres qui avaient une petite maison de 2 pièces. C'était la destination, là. Puis, bon, il y en avait certainement d'autres qui partaient, mais on entendait beaucoup. Et autre chose qui m'avait frappé les premières années à Fougères, c'est que aujourd'hui, sur Fougères, c'est très développé les aides maternelles qui gardent des enfants à la journée. À l'époque, c'était pas exceptionnel que ce soit à la semaine. C'est-à-dire, les parents mettaient l'enfant chez une nounou à la semaine. Pour pouvoir... Oui, parce qu'ils faisaient 9 heures par jour, et puis c'était comme ça, où ils avaient d'autres enfants. Enfin, je ne sais pas quelle était l'importance de... Mais ça m'avait, je me rappelle encore, ça m'avait frappé, quoi. Je veux juste aborder on va dire des aspects plus matériels, on va dire. Bon, les 10 ans que vous passez chez Réau, comment se fait le matin, comment se fait l'entrée du personnel? Les gens arrivent comment? Est-ce que vous gardez des images de ça, un peu, de l'entrée dans les établissements le matin, dans l'établissement? Eh bien, que ça soit le matin, mais encore plus le midi. Et quand je suis arrivé, mais ça n'a pas duré longtemps. Il y avait encore une sirène qui donnait les heures de travail, et qu'on entendait sur toute la ville. Et la plupart des gens venaient, il y avait des bus, dont une partie de l'organisation était pour prendre les gens au travail et les ramener, quoi. Donc, le matin, ça ne m'a pas trop frappé, mais le midi, c'était la course, quoi. Parce qu'il fallait rentrer, manger et revenir. Et là, vraiment, pour prendre le bus, c'était la cohue, quoi. Hein. Mais surtout le midi. Parce qu'en fait, le temps était relativement réduit pour... Non, mais les gens cuisinaient, on n'avait pas les marchands de sandwich. Il n'y avait pas toute cette offre qu'on a aujourd'hui. Là, vous allez à une Grand Japon, c'est cela, un sandwich, etc. Ou même dans les grandes surfaces. Les gens cuisinaient beaucoup plus, il y avait moins de plats préparés. Donc le midi, il y avait 2 heures, hein, le midi. On finissait à 11h30, jusqu'à 1h30. Donc, mais il fallait rentrer, se préparer et revenir. Donc c'était un peu la cohue. Il y avait évidemment aussi moins de voitures qu'aujourd'hui. Ah oui, bah oui, dans les années 60, le parking était bien assez grand, hein. Il n'y avait pas trop de problèmes. Peut-être pour conclure, en fait, quand des gens comme nous qui viennent de l'extérieur de Fougères arrivent à Fougères pour la première fois, bon, il y a le coup de projecteur qui est mis sur le château, sur Oui. l'aspect historique, mais je dirais il faut un peu creuser pour retrouver le passé industriel et ouvrier de Fougères. Il n'y a pas de... Il y a rien de visible. Il y a comme si la mémoire avait été un peu effacée, quoi. Ben, si vous allez à la maison des associations, c'est l'usine Réau, hein, et qu'on a... Alors là, c'est avec ma casquette à la municipalité qu'on a racheté et aménagé pour garder concrètement. Et si vous allez à la maison de retraite rue des Prés, c'est l'usine Morel. Donc l'usine, là, les ateliers de Morel ont été démolis. Mais par contre, tous les bureaux avec les mosaïques sont restés pour garder physiquement une trace
du passé de la chaussure, de l'industrie. Alors, quand c'est comme ça, on peut garder que des bâtiments qui ont un peu de caractère et qui peuvent servir à autre chose, parce que c'est pas autrement, ça résiste pas autant, quoi. Et on le retrouve comme ça. Pas la cristallerie, la cheminée, elle risquait de nous tomber sur la coule. Alors, hein, c'était pas facile à garder. La laiterie Nazar s'est enclavée un peu, puis je sais pas si maintenant il y a eu des propositions, mais c'était pas facile d'y faire quelque chose là, dans les bâtiments de France, mais ça aurait pu être possible aussi dans les fabriques de beurre et autres. Mais faut retrouver une utilisation pour que une collectivité puisse dire bah, tiens, on va pérenniser, le public pourra venir. Alors je ne sais pas jusqu'où vous avez été, vous, pour essayer de trouver des traces. Non, mais après, c'est vrai, quand on rentre dans le détail architectural de la ville, on retrouve ces traces. Oui. Et je dirais que peut-être pour le commun des mortels qui traversent Fougères, ce passé historique industriel, il est finalement pas si évident que ça. Non, parce que la plupart des usines étaient noyées dans le bâti, quoi, du quotidien. Fougères, ce passé industriel, à part Réau et Martin, puis un autre qui avait brûlé après la guerre, là, qui était sur la place Lariboisière, c'était que des petites unités cachées dans la ville, quoi. On passe devant, on les voit même pas, quoi. Je vois rue du Guesclin, là. Et on voit une façade avec de la brique, c'est des logements qu'il y a derrière, mais autrefois c'était une petite usine de chaussures. Et ça, il y en avait beaucoup. Vous allez où est France Télécom, rue Jules Ferry, c'était une entreprise de chaussures, mais qui a été transformée en en entrepôt France Télécom. Rien ne se perd, tout se transforme. Oui, voilà, mais comme il n'y avait pas, à part par exemple Morel avec sa faïence, sa mosaïque, et Réau, ben, il n'y avait pas de caractère particulier. Donc on s'arrête pas devant, quoi. On passe. Alors la famille Réau, qui a été une famille importante, alors dans l'industrie, mais aussi dans la gestion de la ville, puisque Oui. voilà. Qu'est-ce qu'elle est devenue aujourd'hui à Fougères? C'est vraiment un nom qui a disparu ou... J'ai l'impression. Et oui, j'ai recherché un jour, mais on voit des Réaux. Alors, parce qu'il y avait quand même beaucoup de Réaux, et maintenant, on les a pas retrouvés. Un jour, il y a bien 15 ans, j'ai eu une demande à la mairie pour un rendez-vous comme ça. C'était une jeune femme qui était de la famille Réau, qui était partie dans le Nord depuis longtemps, qui connaissait pas Fougères, et qui voulait des informations pour en savoir plus sur sa famille, sur ce qui s'était passé. Donc on avait bavardé pendant 1 heure, comme on fait là. Hein. Mais c'est tout, après tout le monde. Quand ça a fermé très rapidement, Paul Réau, sa famille, ils sont partis dans le Morbihan. Jean Réau a pris son bateau pour se défouler, il est parti à la Martinique ou à la Guadeloupe et il a fait une crise cardiaque rendue là-bas. Voilà, donc ses enfants, ils n'étaient pas dans l'entreprise du tout. En fait, les 2 frères qui dirigeaient l'entreprise, c'était Jean et Paul. Et aucun enfant bon, ils étaient encore jeunes, mais il n'y en avait pas qui se destinaient à la chaussure. Donc après, ils ont fait leur vie, ils sont partis. Parce qu'en fait, une question que vous m'avez proposée, mais qui peut être intéressante, c'est que quand je suis arrivé en 67, j'ai appris que la famille Réau avait vendu 50% de l'entreprise à un groupe américain qui s'appelait Genesco. Parce qu'ils avaient un souci, c'est que M. Réau, le fondateur, maire de Fougères, je crois qu'il avait 7 ou 8 enfants. Et le partage, ça pouvait être difficile, la succession. Donc en s'associant à un groupe américain, ça avait permis d'indemniser les autres enfants. Ils étaient restés 2 actionnaires dans l'entreprise. Et donc Genesco, à l'époque, c'était une multinationale.
l'habillement, la chaussure, etc. Racheter en Europe, on avait acheté en Italie, dans le Nord, etc. Des usines, parce qu'ils trouvaient que c'était intéressant de produire en Europe. Mais moins de 10 ans après, ils ont tout revendu, même en Italie, ils ont donné à l'euro, au franc, enfin, à la lire symbolique à l'époque. La rentabilité avait complètement disparu, donc ils investissaient ailleurs et ils se désinvestissaient complètement. Et pour Réau, c'était d'ailleurs un événement qui a amplifié un peu la fin de l'entreprise. Parce que quand ils ont vendu, les Réaux ont racheté pour dire on va pas baisser les bras, mais ça n'a rien apporté de plus, quoi. Donc on était une multinationale quand même en même temps. Hein. Mais ils ne se mêlaient pas de la vie intérieure de l'entreprise. Tous les mois, il fallait donner les résultats, point c'est tout, et pour le reste, faites comme vous voulez, quoi. Juste alors du coup, peut-être, je voudrais revenir sur la question des marchés russes. Est-ce que c'était pas un peu le miroir aux alouettes finalement? Enfin, d'un coup, il y avait cette ouverture et on a l'impression que bien des entreprises se sont en fait engouffrées dans Oui. ce... Ben, vous savez, quand vous avez faim, vous prenez ce qu'il y a sur la table. Hein, puis voilà. Parce que, en réalité, de ce que j'en connais, que ce soit sur Fougères, Morel, Réau, Martin, et en Bretagne, Donval et Berger-Paquis, tous étaient touchés par une chute des ventes due à la concurrence italienne. Tous ne voulaient pas licencier. Donc on vous offre une production à faire pour les Russes, c'est garanti d'être payé. Si vous refusez, ben vous faites un plan de licenciement, puisque vous n'avez pas le choix. Après, c'est facile de dire, c'est parce que les Russes... Mais il n'y avait pas le choix. Hein. C'est-à-dire que la crise était arrivée avant les commandes russes, ça a commencé à se mettre en place sérieusement. Donc les marchés russes ont compensé pendant plusieurs années la perte de vente sur le marché français. Et quand ils se sont arrêtés, ben, bien sûr, on a retrouvé le problème encore plus gros. Enfin, Et alors ils se sont arrêtés pour quelle raison? oh, bah, c'est des choix politiques en urse. Hein. Khrouchtchev, il voulait redonner un peu de consommation à la population. Après, un autre fait autrement. Or, avec eux, c'était une expérience aussi très particulière. Hein. Ils sont... il y a un cahier des charges, c'est réglementé comme ça. Et on avait un correspondant à Paris pour toute question concernant le marché, qui parlait très bien français, un homme cultivé. Quand on disait, ben là, on pense que de faire comme ça serait mieux, ça protégerait mieux vos livraisons. Oh, mais il dit, respectez le cahier des charges. Si vous ne faites pas, même si c'est mieux, vous aurez des ennuis. C'est sympa comme tout. On dit, respectez ce qui est écrit. Il n'y a pas... On avait travaillé avec l'Allemagne de l'Est aussi. Alors, dans le cahier des charges, vous savez, quand vous faites un colis, un carton, et que le nombre de paires que vous devez mettre dedans, il reste un trou, on bourre avec du papier un peu pour pas que ça secoue. Et ben on pouvait mettre du papier, mais pas des journaux. Ce qui donnait une idée de la façon dont ça pouvait se passer chez eux. Hein? Donc du coup, finalement, la fermeture un peu brutale des marchés russes, ça a été un peu le coup fatal. Ben on a continué un peu, mais avec plus de chômage, quoi, hein, pour essayer de voir si on allait se reprendre tout ça. Et puis, tant qu'il y a eu un peu d'argent, ça marchait comme ça. Puis après, c'était... Moi, c'était assez vite. Hein. Juste peut-être sur, du coup, comme vous disiez que vous aviez participé, alors mais plus au sein de l'équipe municipale, à on va dire, la reconversion des bâtiments de Réau. Ça a été un projet qui est arrivé comment en fait ça... Ben, moi, j'ai été sensible parce que c'était une usine où je m'étais beaucoup impliqué. Et quand il y a eu la fermeture, dans les années qui ont suivi, l'entreprise Barbier, qui était à l'Étroit dans ses locaux, avait racheté les locaux Réau
pour s'y installer. Mais le temps passe et chez eux aussi, ils sont secoués, donc ils font pas le pas d'aller chez Réau. Et donc un jour, avec Jacques Faucheux, qui était donc le maire à l'époque, on en discutait, et ça serait peut-être intéressant d'en faire une maison des assos, enfin d'en faire quelque chose d'intéressant pour garder ce patrimoine. Donc j'ai appelé M. Cancalon, je suis allé le voir. Parce qu'à la municipalité, je m'occupais de toutes les négociations immobilières et autres. Donc, on a discuté, puis on a acheté Réau, le bâtiment, pour en faire ce que vous voyez aujourd'hui. Enfin, il y avait une utilisation fonctionnelle, pratique, nécessaire, en conservant un bâtiment témoin d'une époque. Comme on avait fait la même chose avec l'usine Morel, dont on avait fait, c'était une des premières choses qu'on a fait en 1983, d'en faire une maison de retraite. À l'époque, on appelait ça maison de retraite. Aujourd'hui, les noms varient un peu. Le vendredi soir, chez Réau, Oui. vous preniez le pot, mais il se passait quand même quelque chose dans les usines, c'est qu'on balayait et nettoyait nos machines. Ah oui, ah ben oui. Dans des balais. Enfin, Oui, mais même un petit peu tous les soirs, même nous. surtout le vendredi. Oui, mais le vendredi, il fallait un petit peu plus, oui. Soir, Oui, oui, c'était. Oui, c'était. Oui, je suis d'accord, oui, mais je ne voyais pas sous cet aspect-là. Oui, dans toutes les usines, on n'avait jamais des agents de nettoyage, c'est chacun qui nettoyait son poste, quoi, oui, sa machine, etc.